Bienvenue au Polysécure. À cet épisode, je suis avec Vincent. Salut! Salut! Et on va faire des recaps un peu sur les dernières nouvelles qui ont eu lieu, des choses qui ont fait suite par rapport à des évolutions de certaines situations. Commencer par les HMS Plug. On est toujours en COVID. Au Québec, on est encore en reconfinement. S'il vous plaît, lavez-vous les mains, respectez les distanciation sociale. Ces mesures-là, peut-être qu'on a l'air farfelues, mais c'est ça qui fait que la courbe va descendre. C'est ça qui fait qu'on ne prend pas des places à l'hôpital pour rien, pour des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, puis même si je suis pas nécessairement un être très social, ça m'embête un peu de pas pouvoir être capable de sortir plus que ça de mon chez nous. J'ai quand même découvert que j'avais un petit peu de plus d'humanité que je pensais que j'avais à l'intérieur de moi. Deuxième, le Sécure 2021. Fait on reprend le Sécure 2020 qui a été annulé malheureusement à cause du COVID. Reprend le 15 avril 2021. Donc, inscrivez-vous en grand nombre, c'est dans les show notes. On va avoir beaucoup de conférences très intéressantes. Première nouvelle, SolarWinds. Ça, je vais passer la balle à Vincent parce qu'il y a certains aspects qui veulent ça. C'est un grand sujet. On fait un petit recap de la suite de ce qui se passe avec ça, dont le fait que Microsoft a été quand même affecté par cet événement-là. Oui, effectivement. En décembre dernier, donc ça fait pas très longtemps, c'est ça, Microsoft, il y a l'utilisation d'un compte d'un membre du personnel de Microsoft pour des tentatives d'accès au code source. Et puis, bien heureusement, il n'y a pas eu d'élévation de privilèges. Donc, les privilèges de l'employé usurpé ne permettaient que de consulter, ce qui a minimisé l'impact. Quand je dis minimiser l'impact, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ce qui s'est passé, c'est quand même l'usurpation d'une identité pour des actions malveillantes. Et puis, il y a eu effectivement détection en remontant. Donc, Microsoft nous rassure. Donc, il n'y a pas de données clients qui ont été accédées. C'est vraiment du code source qui voulait accéder. Ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas été en mesure d'extraire quoi que ce soit. En faisant l'investigation, Microsoft s'est rendu compte que c'est possiblement un dommage collatéral dû au problème SolarWinds qui s'est produit, si je ne me trompe pas, en mars dernier, où il y a eu divulgation, je pense, de la problématique au niveau de SolarWinds. Je pense que c'était plus... là, les dates de début de problèmes avec SolarWinds sont plus aussi clairs qu'ils l'ont déjà été au début de l'incident. Ils pensaient que c'était plus récent. Puis plus on investigue, plus ils se rendent compte que ça fait longtemps que c'était en place. Puis effectivement, là, pour Microsoft, ce qui est un peu dommage parce que c'est son code source qui a été divulgué. En même temps, le dommage n'est que pour eux autres. C'est malheureux pour eux autres, mais en même temps, c'est un signal très fort que c'est même une compagnie qui investit énormément, qui investit des milliards de dollars en sécurité annuellement. Se trouve quand même être affectée par cette situation-là. Fait que nos plus petites entreprises ou plus petites institutions qui investissent franchement moins d'argent dans la sécurité, on est très vulnérable à ce genre de choses-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a amené le CISA, une organisation américaine de sécurité pour les agences publiques américaines, de réviser ses recommandations. Et entre autres, il demande aux différents organismes gouvernementaux américains de passer en mode forensic, c'est-à-dire d'analyse approfondie des possibilités de fuite, qui est justement par rapport à ce que tu mentionnes dans le cas de Microsoft, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des fuites davantage, parce qu'on a vu aux États-Unis des preuves dans les cours de justice américaines, des preuves scellées, être divulguées. On a vu des courriels de certaines agences qui ont été divulgués à travers ces choses-là. Donc, c'est assez important. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une accélération, puis une des requêtes encore plus forte, puis dans une mouvance. Puis on en parlait justement dans notre épisode de recap qu'on a fait la dernière fois. 2020 a été l'année de la fuite, l'année de la brèche. 2021, je pense que ça continue. On n'a pas terminé. C'est assez phénoménal. Donc, maintenant, on ne peut plus juste colmater la brèche ou l'incident quand l'incident arrive. Maintenant, il faut commencer à faire des analyses poussées. Puis pour en faire de la gestion d'incident un peu, effectivement, on n'a plus tellement le choix d'aller en forensic, d'aller en analyse poussée, puis de suivre ça. Ça, je recommande énormément d'aller lire le document qui a été mis à la disposition par le CISA, qui sont dans les show notes, pour justement, si vous avez SolarWinds Orion dans vos infrastructures, d'aller
mettre en application ces différentes mesures-là. Puis dernier petit point sur SolarWinds, ben, puis c'est où là ça continue à avancer là, les découvertes qu'il y a sur ce problème-là. Il y a un troisième toolkit de sécurité d'attaque qui a été trouvé dans les éléments. Donc, ça continue à être encore pire lorsque CrowdStrike a trouvé d'autres éléments. Donc, ce qui amène encore plus d'emphase sur le fait qu'on doit faire du forensic sur les choses. Même si c'est pas dans le core business et de vos organisations, c'est quand même de plus en plus important parce que ces fuites-là auraient probablement été capables d'être mieux repérées si on avait été capable d'analyser plus en profondeur ce genre de choses. Tant qu'à parler... Oui. Juste pour revenir, quand tu dis des enquêtes forensiques à l'interne, est-ce que avant de faire une enquête forensique qu'il y ait ou non un incident, j'imagine qu'il y a une analyse de risque très créative, là, avec des gens très créatifs qui doivent être réalisés pour ensuite de ça développer des modèles forensiques pour aller évaluer peut-être l'état de situation ou voire même arriver avec un risque, un résultat de risque résiduel. C'est un peu comme ça que tu interprètes la démarche au niveau forensique? Entre autres, ben, de toute façon, on se base sur les infrastructures qu'on a. Fait que c'est déjà l'analyse de risque est quand même un point de départ intéressant puis nous aide à focusser nos énergies aux bons endroits pour en avoir participé à certains ou en tout cas été contribué à certaines analyses de cette nature-là. Je dirais pas exactement dans l'angle que tu l'as apporté, mais il faut quand même un minimum de connaissance de l'organisation puis de ce qui s'est passé. Donc, c'est pas une analyse de risque proprement dit, mais c'est une analyse de l'événement qui s'est passé. Puis si effectivement, il faut être créatif, parce que je pense que dans ce cas-ci, ce qui passe avec le cas de SolarWinds, c'est qu'on n'a probablement pas été assez créatif en tant que professionnel de sécurité et qu'on s'est probablement fait avoir par nos préoccupations qui sont peut-être pas out of the box. Dans ce cas-ci, ils sont vraiment allés en dehors de la boîte. Donc, je pense que les prochaines découvertes vont continuer dans un contexte justement plus créatif, innovant. C'est drôle de dire que les malveillants ont des stratégies innovantes, mais je pense qu'on est rendu dans ce contexte-là. Puis je pense qu'en tant que professionnel, je sais qu'il y en a qui sont innovants, mais qu'au moins que toute la ligne de gestion appuie la forme d'innovation, de réflexion qu'on a face à ce genre de choses-là. Puis oui, forensic est malheureusement une nouvelle corde qu'on doit ajouter à l'arc des gestionnaires d'incidents qu'on a à l'heure actuelle. Et tant qu'à parler d'incidents, on va faire une mise à jour sur Promutuel qu'on a discuté dans le dernier podcast, dans le recap, puis que la situation, il y a des informations supplémentaires qui sont apparues cette semaine. Écoutez, on n'est pas dans le secret des dieux. Hein? C'est pour les intéressés qui n'ont pas regardé de l'actualité cette semaine. Dans le journal, il y a quelques jours, il y a un petit article sur Promutuel faisant état qu'il semble qu'il y a eu exfiltration de données totalisant 15 fichiers. Malheureusement, les fichiers se sont retrouvés, vous savez où, se sont retrouvés sous la croûte terrestre de l'Internet, là, dans le dark web. Et puis, il y a effectivement là, il y a démonstration qu'il y a Promutuel doit maintenant gérer là, le fait qu'il y a eu exfiltration de données. Moi, je leur souhaite bonne chance. Ça fait 2 mois, jour pour jour, maintenant que les systèmes, les services en ligne ne sont pas accessibles, uniquement des hotlines sont toujours disponibles. On sait qu'ils doivent travailler d'arrache-pied. 60 jours, c'est énorme. C'est 1/6 de l'année. Il ne faut pas oublier ça. Ça fait mal aux états financiers. Puis c'est des dépenses imprévues également. Puis probablement des nouvelles activités qui vont s'inscrire là, dans différents secteurs de chez Promutuel. Alors, écoutez, moi, je le souhaite encore bonne chance. Et puis voilà, c'était la mise à jour des informations qui sont maintenant disponibles. Ouais, puis je leur au-delà, oui, j'ai le même souhait que toi. Et pour avoir justement fait de la gestion d'incidents aussi, je comprends un peu peut-être l'immensité du travail que les gens de chez Promutuel doivent faire à l'heure actuelle. Nos collègues en cybersécurité doivent être hyper sollicités, hyper en demande. J'espère que dans tout ce processus-là, ils ne perdront pas des gens ou en tout cas n'épuiseront pas professionnellement des gens à travers tout ça parce que c'est ultra exigeant, mais il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'éléments comme ça.
Je leur souhaite de se relever le plus rapidement possible par rapport à ça. La seule petite critique que je peux donner par rapport à leur situation, c'est que le manque de communication externe est un peu dommage parce que comme en dehors de fait que je suis à la sécurité, puis je suis curieux de savoir ce qui s'est passé pour eux autres, il demeure que la population en général ou leurs clients aurait probablement gagnerait à avoir un minimum d'informations, de savoir où ils sont rendus dans leur démarche de rétablissement de leur service, parce qu'au bout du compte, c'est ça. Ça met beaucoup aussi l'emphase sur toutes les mesures de continuité de service, comment ils ont planifié leurs choses pour relever leurs affaires. Puis je leur souhaite aussi à travers ça, c'est qu'ils bénéficient de cet incident-là, des leçons qu'ils vont apprendre à travers cet incident-là pour investir encore davantage en cyber, de mettre l'argent aux bons endroits en cyber. Parce que on peut mettre de l'argent tant qu'on veut, mais si on ne le met pas au bon endroit, ça ne sert à rien. Justement, qui permettent de grandir. Puis, comme j'avais souhaité pour Desjardins aussi, c'est qu'ils nous reviennent sur l'espace public puis qu'ils nous partagent un peu de leur expérience pour que les autres organisations qui ont peut-être un peu moins de moyens qu'eux autres, puis moins de dispositions ou de professionnels en sécurité puissent bénéficier de leur expérience pour qu'on puisse tous grandir là-dedans puis qu'on en bénéficie tout le monde de ce genre de choses-là. Écoute, tu viens de mettre le doigt sur un de mes grands désirs à Québec. Première des choses, je trouve ça dommage là, que Promutuel subisse ça. La grande région de Québec, on est un village de bons assureurs, donc de bons employeurs. Il y a les conditions les conditions salariales, les avantages sociaux, la vie au travail au niveau des assureurs québécois. C'est des bons employeurs, c'est une belle qualité de vie. Je trouve ça vraiment dommage. Fait que j'ai beaucoup d'empathie pour vous. L'autre élément sur lequel tu as mis le doigt. Donc, nous partager, peut-être pas dans le détail, mais nous partager un petit peu comment est-ce qu'ils ont vécu ça, comment est-ce qu'ils ont quel angle ils ont pris, les différents degrés d'émotion par lesquels ils sont passés, les plans d'action qu'ils ont mis en œuvre justement pour qu'on en bénéficie. Je l'ai dit, la région de Québec, la CAPNAT, on est un gros secteur, oui, gouvernemental, mais d'assurance et d'institutions financières qui sont des bons employeurs. Des compagnies saines qui se compétitionnent fait de la saine compétition. Des compagnies qui vont mal, on parle plus de saine ou de mauvaise compétition, ça veut dire qu'il n'y en a pas de compétition. Pour moi, c'est noir et blanc, ce dossier-là. Il n'y a pas de la mauvaise compétition. De la mauvaise compétition, c'est être malveillant. Mais quand il y a une saine compétition, ben la game est le fun entre les différents employeurs d'un certain secteur, justement. Puis ces employeurs-là sont à même de savoir qu'effectivement, avoir un bon compétiteur de façon positive, c'est un levier pour nous driver, etc. Et je trouverais ça dommage parce que je ne sais pas combien d'employés ils sont exactement chez Promutuel. Ça doit être plusieurs centaines, voire peut-être 1 ou 2 milliers. Ce serait vraiment dommage là, de perdre une telle compagnie. Alors j'espère qu'ils vont se relever. Oui, ben, moi aussi, j'espère qu'on sera relevé. Puis j'espère puis c'est ça, là, au partage de cette information-là, parce que je pense qu'on va tous gagner là-dedans. Tous s'améliorer aussi, parce que, tu sais, il ne faut pas se leurrer. 2021, 2020 n'aura pas été juste l'année des fuites et des brèches et des problèmes de sécurité qui ont été mis sur la place publique. C'est sûr qu'en 2021, on va en avoir encore. Fait que si on arrête on utilise ça comme levier pour sensibiliser les autres compagnies, pour leur faire regarder, on arrête de faire l'autruche. Ça existe pour de vrai. C'est sérieux. Puis c'est des données qui sont les données de leurs clients là, qui ont fuité. Tu mentionnais que oui, ça a été démontré. On a une de nos bonnes connaissances, Damien, qui en a parlé dans son blog. On a en tout cas, moi, c'est un de mes amis qui, sur Facebook, a effectivement mentionné qu'il avait découvert sur le dark web des informations par rapport à ce qui est hébergé chez Promutuel. Puis, je ne cherche pas à faire leur procès ou quoi que ce soit dans notre côté de Promutuel, mais de toute façon, au bout du compte, mes informations, toutes les informations de tous les Québécois ont fuité tellement de fois que rendu maintenant, c'est plus grave. Puis, de toute façon, de point de vue mondial, c'est la même chose. C'est juste que là, il faut commencer en termes de société à changer notre attitude face à ça. Les entreprises aussi changent l'attitude face à ça. Je pense que c'est une autre belle occasion qu'on devrait prendre pour s'améliorer en tant que société. C'est que le législateur mette ses lois en conséquence pour
inciter les entreprises à prendre les bonnes actions. Mais en même temps, puis Damien l'avait, dans une certaine discussion que j'ai avec Damien, on fait beaucoup référence au RGPD, par exemple. Oui, c'est un moyen, mais en même temps, c'est un moyen pour les malveillants pour faire chanter les entreprises. Puis c'est aussi un moyen pour les entreprises à mettre de l'argent pour dissimuler l'information au lieu de se conformer. Fait donc, les effets de base ne sont pas toujours nécessairement dans la direction qu'on le souhaite, comme société, comme citoyen, comme législateur. Souhaitons que tout ça soit encore une autre occasion de mettre un pas en avant. Puis tant qu'elle continue dans les fuites de données, ben Communauto aussi a connu un épisode un peu dramatique là, de ce côté-là. Oui, durant le temps des fêtes, je connais pas je connais pas le pic d'activité de cette entité-là, Communauto. Toutefois, durant le temps des fêtes, Communauto a été victime d'un rançongiciel. On parle ici de certaines données qui ont été chiffrées, ainsi que pour certains serveurs, une totale perte d'accès. Autrement dit, vraiment, ce qu'on appelle, il était en mode lockdown, il était en barre et dehors, malheureusement. Et puis effectivement, pour nous rassurer, Communauto a mentionné qu'il n'y avait pas de données, comment je dirais ça, il n'y avait pas de données de carte de crédit ou de mode de paiement, peu importe. Mais oui, en ce qui a trait à la facturation, il y a eu des retards et ça a occasionné des retards, mais ne les a pas empêchés. Ça a été retardé tout simplement. Puis, il n'y avait pas de données, il y avait quelques données sensibles. Les données sensibles divulguées pour lesquelles elles ont été exfiltrées, c'est des données notamment de trajet, qui semblent être une donnée confidentielle là, selon Communauto. Mais il semble pas qu'il y ait de données de clients nécessairement qui ont fuité ou du moins pas de données qui permettraient, une fois agrégées, de compromettre justement les clients. Pas de mot de passe non plus qui a été exfiltré, mais néanmoins, ça a causé des maux de tête durant le temps des fêtes. Ça semble pour moi être une période achalandée. Pour Communauto, les gens veulent se déplacer. Les gens des grandes métropoles qui veulent vivre sans voiture, j'imagine, là, à ce moment-là, ils espèrent en profiter. Fait que ça a eu quelques dommages collatéraux pour des gens, justement, qui nécessitaient un tel service et qui n'ont pas pu dans les circonstances. Une firme a été embauchée pour les accompagner au travers de tout ça. Présentement, c'est ce que j'en sais. Je n'en sais pas plus là, au niveau de la nouvelle. Ça me donne l'impression, parce que Communauto, c'est quand même une entité avec une valeur sociale, une valeur communautaire très importante, dans Communauto d'ailleurs. J'ai un feeling que les compagnies de ce type-là, étant donné qu'ils sont sur des budgets beaucoup plus restreints que les grandes compagnies qu'on est peut-être plus habitués, toi et moi, de travailler pour, on ne travaille pas avec dans le même genre d'univers. J'ai l'impression que comme ils ont des budgets plus restreints, et plus communautaire en termes de visibilité, je pense qu'il n'y a pas la pleine capacité à embaucher des professionnels en sécurité qui sont rares par ailleurs et qui sont assez dispendieux dû à la rareté qui est associée avec ce genre de choses-là. J'ai l'impression qu'on est, malheureusement pour eux autres, sont mal servis. Puis ça serait de voir, là, je parle en dehors de connaissance de cause, je sais pas comment c'est organisé, je suis Communauto, je sais pas comment ils sont financés, je sais rien, là. Mais c'est mon feeling que toutes ces petites entreprises-là, puis là, on est plus comme dans des petites PME, ce que les Français appellent les PMI, vont être peut-être mal servis par rapport à la cyber parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les prêtés, ils n'ont pas les différents éléments. Puis en même temps, Communauto, effectivement, comme tu le mentionnais, ça offre un service très important pour les gens qui ne veulent pas faire l'acquisition d'un véhicule. Puis c'est dans les grandes villes, c'est pas Montréal et Québec, j'imagine. Au Québec, puis probablement les grands centres comme Toronto ou les grands centres urbains. C'est une bonne chose de diminuer le nombre de véhicules, là, puis sans vouloir inciter le transport en commun comme l'autobus, tramway ou le métro comme étant le moyen unique de transport. Dans certains cas, c'est peut-être pas commode. Par exemple, quand on fait son épicerie, donc où on a besoin de transporter des choses, ça serait dommage que ce genre de compagnie-là soit plombée par les malveillants parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens. Fait que peut-être trouver une structure. Peut-être que les professionnels de sécurité donnent un peu de temps en bénévolat pour aider ces compagnies-là
à acheminer davantage. En parlant de même, là, je me pose la question, là. Je me mets dans la peau d'une personne malveillante. Je sais pas, comme une auto, c'est comme pas mon premier choix pour avoir un gain financier facile et rapide. Une institution financière, une banque, à moins que Communauto cache ou a des actifs que je ne soupçonne pas qui sont substantiels, mais la majorité de leurs actifs, c'est des bagnoles. C'est le gros de leurs actifs, c'est des bagnoles, les assurances qu'ils doivent payer pour ces bagnoles-là. Outre ça, est-ce que c'est un secteur d'activité? Il faudrait que j'aille voir là, s'ils divulguent une forme d'état financier là, de façon publique. Mais c'est drôle, c'est pas en jasant de même et en y pensant, c'est comme pas mon premier choix. Ou bien, parmi une campagne, Communauto s'est avéré une source faible en sécurité. Et puis, il y a eu un retardement avant justement l'activation d'un rançongiciel. Et puis, ils se sont dit, tiens, il y a une vague d'attaques en décembre, comme on vous a dit. Communauto était affaibli pour toutes sortes de raisons. Puis, était de façon collatérale, était juste dans le lot. C'est peut-être ça aussi. Mais d'un point de vue gain financier, surtout avec les données qui ont été exfiltrées, je sais pas, je me pose la question. C'est-tu pour faire du mal? Y avait-tu vraiment un gain financier? Y a-tu quelque chose que j'ai pas soupçonné, mais... Je pense pas qu'ils veulent voler de l'argent comme ils vont le faire dans une institution financière, mais je pense que, puis ça, Damien en parle beaucoup dans ses différentes interventions publiques, sur le fait que je pense qu'ils revendent l'information qui est volée. Je pense que l'ultime marché pour eux autres, qui est dans le dark web, c'est de revendre l'information. J'imagine que un certain nombre d'informations de communauté ont une valeur monétaire d'en revendre dans les marchés noirs. Je sais pas, j'ai pas l'étendue de ce qui a été volé. On ne connaîtra probablement jamais ce qui a été, jusqu'à temps que ça devienne public, qu'il fourgue sur l'espace public. Fait que ils revendent ça comme ça. Fait que dans ce cas-ci, c'est peut-être une cible d'opportunité plus qu'une cible volontaire. Là. Ils sont passés, les systèmes sont tombés par erreur. Puis pure supposition, là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé vraiment. C'est peut-être un hémotète qui est rentré là. Puis c'est des choses qui sont mécanisées. Fait que la personne a ouvert le courriel, s'est infecté son poste, elle a infecté d'autres machines dans son organisation. Ils ont vidé l'information de l'organisation, puis ils ont tout chiffré après, puis sont partis. Sans aucune analyse, si tu veux, de leur part du malveillant. Ils font juste comme drainer, puis s'en vont. Dans cette perspective-là. Fait que ça devient... c'est triste parce que c'est même plus s'en foutent. Là. Ils détruisent tout ce qu'ils voient, là, les malveillants. Ouais, OK. Ça, effectivement, je pense que tu l'as dit. Opportunité, information, dark web, revente. Donc, c'est même pas de l'exploitation, c'est même pas du chantage ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'exfiltration et de la revente aux intéressés plus offrants. Point barre. Ouais, c'est à peu près ça. Puis tout ça est triste. Puis là, maintenant, il va falloir que socialement, on se prenne en main. Là. Je comprends que certains de nos collègues vont déchirer leur chemin sur l'espace public pour ce genre de nouvelles-là. Est-ce qu'on doit pendre sur l'espace public communautaire? Moi, je suis pas de cette approche-là. Par contre, de façon sociale ou de façon communautaire, peu importe comment on l'approche, il faut qu'on se donne des règles de bonne pratique minimales pour arriver quelque part avec ça. Puis qu'on arrête de vouloir shamer des compagnies, shamer des gens par rapport à ça, puis les aider à acheminer, les aider à grandir en cyber, parce que c'est l'avenir, notre avenir est là, tout notre avenir est là. Donc à ce moment-là, d'arrêter puis de commencer peut-être à travailler davantage avec du plus positif vers l'avenir, puis d'aider les gens à progresser là-dedans, là, dans ce genre de choses-là. Ça me fait un bon suivi, un bon lien avec la nouvelle suivante, qui est le CISA a sorti des documents justement qui mentionnent que le problème principal qui mène à un problème de sécurité ou à une brèche comme on a connu dans les autres compagnies, c'est une hygiène de sécurité insatisfaisante. Puis dans ce cas-ci, la nouvelle celle-là, c'est au niveau du cloud. Il y a beaucoup de compagnies, puis je l'ai vu, puis depuis le confinement, je sais pas pour toi, tu es plus dans les entreprises privées, moi mes clients sont plus dans des organisations publiques, mais il y a un mouvement massif de déplacement vers l'info nuagique.
Celle-ci s'est faite de façon non organisée. Ça a été juste, oups, confinement, oups, faut qu'on mette ça en place, oups, on met les affaires comme ça. Et je ne suis pas convaincu que toutes les organisations qui l'ont fait, autant publiques que privées, ont pris le temps d'analyser les conséquences de sécurité. Parce que bien des gens disent, oui, c'est plus sécuritaire en info nuagique. Ce qui est techniquement vrai pour que la sécurité du fournisseur lui-même. Parce que le fournisseur lui ne se fera pas casser. Microsoft, Azure, Google, Amazon, AWS, c'est sûr. Par contre, la configuration de mon service que je consomme chez ces fournisseurs-là comme entreprise est ma responsabilité. C'est là la faiblesse. Puis les gens prennent des raccourcis, ils vont rapidement. Puis en termes de juste de mesures élémentaires, l'activation du double facteur sur l'authentification est l'élément le plus rentable pour limiter les attaques sur les infrastructures, par exemple. Puis celle-ci, souvent, elle est contournée, oubliée, relâchée. Donc, c'est une communication. Là, ça n'a rien à voir avec les autres, mais c'est important de prendre ça en considération. Je pense que tu as eu l'occasion de constater à bien des égards dans des entreprises privées, dans ton cas, la migration rapide à l'info nuagique. Ben écoute, sur une autre tribune commune qu'on avait, toi et moi, on a déjà fait justement un autre... on a déjà cheminé avec ce même sujet-là. Tout le monde a entendu parler, là, bon, on s'en va vers l'info nuagique, tout le monde a entendu la fameuse expression cloud first. Hein? On a eu une autre tribune, je pense que ça fait 2-3 ans, on a parlé de ce sujet-là notamment. L'angle d'approche qu'on avait, c'est qu'il y avait eu beaucoup de fuites de données, justement, qui provenaient de ces services info nuagiques-là à cause d'une malsaine configuration de sécurité, des erreurs de débutants, malheureusement. Mon constat, mais mon observation, c'était probablement le manque de compétences. Autrement dit, on achète un service, puis oui, le fournisseur va essayer de vous vendre le plus de bebelles possible avec le service, dont l'administration de votre container, votre tenant, appelez ça comme vous voulez, votre blablabla.com à vous, pour vous, juste pour vous, ben, avant d'aller vers un service comme ça, c'est pas parce que la mensualité est alléchante, les possibilités d'évolution sont intéressantes, la sécurité, oui, est intéressante, tout le monde vend de la sécurité, mais assurez-vous, allez voir le partage de responsabilités au niveau du contrat, premier indice. Deuxième élément, avant de faire ça, interrogez votre monde à l'interne. Interrogez sur les compétences. Je pense que c'est un bel angle d'attaque pour vous autres. C'est un autre moyen de rentabilité pour vous de dire, par exemple, est-ce que je prends le risque, moyennant peu de compétences à l'interne, de ne pas confier puis d'acheter le service d'entretien puis de maintenance de mon container, puis mes gens vont être formés à l'interne. Wow, attendez, là, c'est comme si on marche sur des si. Est-ce que vos ressources ont de l'intérêt? Est-ce que vos ressources sont compétentes pour aller vers un tel modèle puis l'administrer? Mais en tout cas, c'était là plus d'accord avec ton... Je peux vraiment... C'est pile poil sur le problème. J'ai vu des organisations... puis là, il y a beaucoup... Tu sais, l'info nuagique, dans la discussion globale, là, les organisations ont tous adhéré à au moins un fournisseur info nuagique, peu importe lequel ils ont choisi. Par contre, là, ce que je vois dans les conversations, puis dans lesquelles, généralement, je m'oppose, pas parce que j'aime pas l'idée, c'est juste parce que tu parlais d'appropriation, de monter en compétences et d'aider les gens à cheminer. Déjà maîtriser un fournisseur info nuagique, que ce soit Azure, que ce soit AWS, que ce soit Google, ça prend du temps. Ça prend de l'expertise et ça prend des habilités. Puis là, déjà, de commencer avec une organisation, souvent de petite taille, commence à apprendre à cheminer en croissance et en compétence dans celle-là. C'est déjà une chose. Fait que quand tu en rajoutes un deuxième, et sont, heureusement ou malheureusement, pas tous faits de la même façon. Fait qu'il faut apprendre une nouvelle approche, il faut apprendre une nouvelle façon de faire, il faut apprendre une nouvelle gestion de sécurité qui est associée à leurs choses. Ça, plus on se disperse, plus on risque d'avoir des problèmes. Puis moi, je suis vraiment contre le fait d'avoir plusieurs fournisseurs, pas parce que je veux pas la diversité, mais c'est parce qu'il faut assurer que la compétence sécurité
soit présente parce que là, on va avoir des problèmes. C'est pas simple de gérer la sécurité en info nuagique. C'est pas magique. C'est pas de l'info magique. C'est de l'info nuagique. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de raccourci. C'est plate. C'est pas magique. Vous savez, oui, les gens, c'est un moyen facile d'éviter l'acquisition ou le développement d'une l'info nuagique. Puis, Nicolas l'a dit aussi, hein, je suis d'accord avec lui. Les fournisseurs sont sérieux. C'est des fournisseurs bien établis, qui ont des bases solides, qui offrent un excellent service, de la bonne capacité, puis ils peuvent répondre probablement, peu importe votre industrie, votre champ d'activité, ils ont des outils ultra puissants puis très diversifiés là, qui peuvent répondre à vos objectifs. Mais c'est ça, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Votre due deal, là, la due diligence, là, c'est de vous assurer que qu'est-ce que vous avez comme obligation légale, puis qu'est-ce que vous avez, à quelle loi et règlement à l'interne politique, là, je parle de l'encadrement de sécurité, lequel vous avez adhéré. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être transiter vers de l'info nuagique pour mettre en adéquation vos politiques, vos ci, vos ça, puis trouver justement les gaps entre les deux, puis un moyen de le couvrir. Est-ce que c'est couvert dans le contrat? Est-ce que la part de responsabilité vous incombe aux fournisseurs, etc.? C'est un moyen. Puis, oubliez pas, là, le fournisseur fournit à pas juste clients A, X, Y, Z incorporés, mais probablement à des dizaines, centaines, millions de compagnies à divers degrés. Un paye 4 piastres par mois parce qu'il veut juste un petit service. Prenez Google puis Amazon Photo. Comment il y a d'abonnés Amazon Prime? Des millions. En plus de centaines de milliers de clients. Là, ça fait des millions de clients. Des clients domestiques, des clients commerciaux, industriels, militaires, spatials, etc. Beaucoup de clients. Pensez aussi à les différents dommages collatéraux si vous étiez sur la même infra que, je ne sais pas moi, une autorité gouvernementale américaine très sérieuse, et puis il y avait un incident de sécurité. Vous faire appeler parce qu'il y aurait peut-être un dommage collatéral. Il y a toutes sortes d'éléments à considérer, puis ça part d'un élément, c'est la continuité de prestation de service, la continuité des affaires, si vous préférez, là. Puis un incident peut venir justement interrompre ça. Il y a beaucoup de choses à regarder. C'est comme Nicolas l'a bien dit. Soyez sérieux. Faites un due diligence sérieux. Entourez-vous de l'ensemble des différents exploitants de votre entreprise qui vont bénéficier de ce service-là. Puis faites une analyse de risque ensemble. Je sais pas, faites un lunch, faites un déjeuner, faites un party, n'importe quoi, mais toutes les idées sont bonnes. Vous mettez tous les cerveaux autour de la table. Il y a des éléments fort intéressants auxquels vous n'aurez pas pensé qu'un, je vais l'appeler le clown, mais c'est pas péjoratif, qu'un clown à qui vous avez jamais parlé dans l'entité, qui est un simple employé, il met peut-être le doigt, des fois, sur quelque chose qui fait comme, oh, attends un peu, là. OK, ça prend une analyse de risque, puis j'ai besoin d'un avocat, puis mon VPE, puis les risques opérationnels. Ils viennent de me déclarer un scénario qui m'empêche de dormir le soir. T'sais. Mettez tout le monde autour de la table, puis assurez-vous des compétences. Entre autres, c'est ça. Il faut y aller sérieusement. C'est pas parce que ça a l'air facile que c'est facile d'aller en info nuagique. Il faut juste être sérieux dans notre démarche. C'est exactement, je l'ai très bien dit en ce sens-là. On va conclure cette nouvelle-là. 2 petites nouvelles pour terminer, peut-être plus petites. La première, chez Apple, ils ont décidé. Suivant l'apparition de plusieurs chercheurs en sécurité, ils ont décidé d'enlever des exclusions. Parce que dans la nouvelle version du macOS, ils ont rendu disponible un API pour accéder à l'interface réseau au lieu de développer des modules kernel spécifiques pour l'analyse réseau. Ils ont offert un API. Cela étant, dans les premières itérations, ils ont mis des exclusions dans cet API-là, qui fait que les services Apple n'étaient pas soumis au contrôle ou à la vérification de sécurité que l'API donnait. Donc, il y avait une liste d'exclusions. Ce qui a amené beaucoup de chercheurs à s'inquiéter de la situation parce que on pouvait utiliser les services Apple pour réussir à contourner les contrôles de sécurité et donc de briser. Là, moi, c'est un des services que j'utilise, tu as Objective-C
qui est un chercheur en sécurité Mac qui est très intéressant. Puis d'ailleurs, des produits très, très intéressants que je vais racheter un show note pour sécuriser vos Mac. C'est très intéressant. Gratuit. Puis je vais donner de l'argent pour l'aider à continuer à nous offrir ces services-là pour ceux qui ont moins de moyens. Puis lui avait regardé énormément ça. Puis il y a Little Snitch aussi, qui est l'autre, une espèce de firewall applicatif disponible pour le Mac, qui est très puissant, très utile, qui nous permet justement de mieux moduler les communications qu'on a et davantage de protéger nos postes. Et à la limite, pour les Mac, éviter de l'exfiltration de données parce que c'est une des énormes forces de ce côté-là. Donc, c'est très bienvenu d'enlever ces genres d'exceptions-là qu'on puisse finalement contrôler malgré la volonté d'Apple qu'on ne regarde pas dans leurs affaires, qu'on puisse agir sur la sécurité de leurs choses. Et la dernière nouvelle, celle-là, c'est sur Flash, le satané Flash. Désuétude au 1er janvier de cette année, donc c'est déjà fait, et va bloquer le fonctionnement de Flash progressivement dans les prochains jours et prochains mois. Donc, ils disent que le 12 janvier, plusieurs des grands navigateurs vont cesser d'autoriser le fonctionnement de Flash. Pour ceux qui travaillent en sécurité depuis longtemps, on sait que c'est un caillou dans le soulier de la sécurité depuis des années. Cette extension-là dans les navigateurs web où la panoplie de problèmes de sécurité associés était phénoménale. Adobe est même allé au Black Hat, a déjà commencé le Black Hat il y a plusieurs années pour essayer de rehausser leur image puis les amener à cheminer là-dedans, mais ils ont fini par abandonner. Puis de toute façon, maintenant, avec le HTML5 et toutes les nouvelles fonctionnalités web, ou que les navigateurs nativement nous offrent, c'est plus tant nécessaire. Puis de toute façon, moi, ça fait des années que j'essaie de bloquer ce genre de choses-là. Apple l'a bloqué déjà depuis des années dans Safari, justement parce que c'est un produit malheureusement médiocre, puis qui a fait juste que grandi à travers ça, qui était une très grande vie. Oui. Sais-tu avant le décès du fondateur d'Apple, où il avait fait, justement, je sais pas si c'était un TED Talk, mais en tout cas une conférence, puis il avait justement annoncé la mort, puis l'arrêt d'utilisation de tout ce qui était Flash, etc. Puis il avait dit, l'avenir est au HTML5, puis je pense que la soirée même, les autres fabricants, là, les Google, etc., tout le monde s'est mis à capoter en disant, bon, Apple vient de dire une affaire, fait que là, il y a un paquet de clients et de fournisseurs qui pourront plus faire marcher le bebel sur cette infra-là. Il me semble que c'était juste avant le décès. Puis c'est Steve Jobs qui l'avait fait, genre un de ses événements que dans l'année, il avait dit sur la scène, puis il avait dit, il a cassé Flash publiquement. Il dit, c'est un produit qu'on ne supportons plus. On sort de nos affaires. Parce que c'est plein de douleurs l'utilisation de ce produit-là, dont la sécurité, mais aussi la compatibilité puis tout ce qui s'ensuit. OK, fait que ma mémoire marche encore parce que je me souvenais avoir vu ça. Ça avait créé un tollé, là. Les journalistes, ils voulaient comprendre c'est quoi les implications de, puis quand ils ont mis le doigt sur le bobo, ils ont dit « Oh, OK, mais c'est bien. » Ça l'a donné le capitaine du navire a outrepassé sa capitainerie, puis il a donné une orientation vraiment très large. Mais bon, écoute, tant mieux. Puis c'était dans le bien de la sécurité. Oui, absolument. Puis à terme, je pense pas que Flash Adobe a encore des intérêts commerciaux dans l'utilisation de tout ça. J'ai encore certains des services que je consomme en termes de fonctionnalités là, pour ma facturation dans certains des services que j'ai pour ma maison. Là. Que ces compagnies-là utilisent encore du Flash pour mettre certaines fonctionnalités. J'ai bien hâte de voir comment ça va se répercuter, mais je dirais que surprendre la majorité de ce que je vois sur le web maintenant, ça fait longtemps que Flash est heureusement plus utilisé, puis les gens ont commencé à migrer vers des systèmes. C'est ça. Le point de la victoire, entièrement d'accord avec ça, on va migrer vers des choses qui sont mieux. Fait que ça compléterait pas mal l'épisode qu'on a aujourd'hui, qui est dans le fond le premier épisode de 2021
qui n'est pas un épisode de recap, qu'on le fait en pleine tempête de neige à Québec, où la neige tombe de façon horizontale. Fait que c'est quand même un élément très, très intéressant dans le confort de nos maisons. Oui, alors sur ce, merci tout le monde. Puis bonne journée, puis bonne sécurité. Oui, à la prochaine.